Archipel. Moi, en fait, je fais Marseille. Ouais. Les situationnistes disaient il faut vivre dans et contre le vieux monde. Si on vit simplement contre, au bout d'un moment, comme ça ne marche pas, on se flingue, on boit, on se shoot, on se suicide, etc. Si on vit dans, on se fait récupérer, comme tu l'as très bien dit, on a tous des particules de capitalisme dans notre corps, comme on a des pesticides, comme on a ce genre de trucs. S'il y a bien un truc qu'on apprend des réflexions sur l'intersectionnalité aujourd'hui, c'est pas juste de voir qu'au niveau singulier, on peut vivre plein de discriminations, c'est aussi de voir que depuis des points de vue singuliers, on peut apprendre des choses aux autres et faire avancer tout le monde. Et c'est ça, je pense, le but de ce qu'on doit faire dans nos rapports militants entre nous. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que des gens d'extrême droite, aujourd'hui, peuvent accéder à des positions comme vice-président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça fait au sens? Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça détruit poétiquement dans le sens? Est-ce que raser une forêt et y mettre un parking, c'est créer de la croissance, du profit? Moi, ça me paraît important de faire un rapide rappel de peps pour les sympathisants. Juste, vas-y Merlin. Moi? Ouais. Je vais faire assez rapide. Donc, PEPS, c'est une confédération politique de petites organisations et de groupes locaux, essentiellement, qui défend l'écologie populaire et sociale, en s'inspirant principalement des textes de Nouvelle-Chine, mais pas que, des autres mouvements d'écologie populaire, d'écologie des pauvres, des luttes écoféministes, d'écologie décoloniale, etc. On s'est créé en 2019 à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, dont on est nombreux à avoir été partie prenante. Nos principaux groupes, ça s'est vu, ils sont dans le 93 à Marseille et à Grenoble. Notre objectif politique, c'est de rassembler, de constituer politiquement l'espace de l'écologie radicale, disons, de l'écologie populaire, qui nous semble absente du débat public. Présenter l'offensive, en fait, donc l'offensive c'est né d'une initiative de plusieurs groupes de personnes, des gens qui étaient au brigade de solidarité populaire, des gens qui provenaient du milieu antifasciste, aussi des gens qui étaient pas militants, qui venaient plus du milieu des coopératives. Ça s'est lancé à peu près, les premières réunions ont commencé pendant le premier confinement. On a une charte qui à la fois est assez ouverte, mais restrictive mais quand même très restrictive sur certains points, notamment sur la question de la répartition des richesses dans les lieux de production. C'est-à-dire que les coopératives qui adhèrent à l'offensive, c'est des coopératives qui en gros partagent les richesses entre tous les producteurs à l'intérieur de la coopérative. Du coup, je m'appelle Margot, Régis, mon camarade, on fait partie de Nantes en commun. Donc Nantes en commun, c'est un mouvement municipaliste, communaliste. On s'est pas mal fait connaître parce qu'on s'est présenté aux élections municipales, sachant que on avait lancé en fait une grande enquête sur la ville en 2019. Des enquêtes du coup pour vraiment se réapproprier nos lieux de vie, comprendre les enjeux d'une ville, comment ça marche, et après voir comment est-ce qu'on peut agir dessus en dehors des institutions. Et dans les institutions, on essaye de construire des bases matérielles, des bases concrètes pour nous réapproprier nos vies, et répondre à nos besoins aussi par nous-mêmes. D'abord pour faire en sorte que les gens qui militent à Nantes en commun ou qui veulent
militer pour transformer vraiment les choses, soit de moins en moins dépendants du capitalisme. Donc ça veut dire, en clair, on a ouvert un café déjà. On travaille aussi sur un mouvement de l'appropriation de l'énergie en construisant des moyens de production d'énergie ou en rénovant. Par exemple, on est en train d'essayer d'acquérir des moulins hydroélectriques. Une grande assemblée, ça veut dire que il n'y a que toujours les mêmes qui parlent. La preuve, je parle beaucoup depuis le début de la matinée. Et que donc le travail en petits groupes, ça permet davantage à tout le monde de s'exprimer. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir, parce qu'il y a deux sujets qui sont PEPS a des questions de comment on évolue dans notre fonctionnement pour être plus inclusif, pour avoir des groupes locaux qui tournent, pour être plus démocratique dans notre fonctionnement. Et il y a l'autre qui est la question de comment on avance avec des groupes avec qui il y a envie de faire des choses. Donc on va pouvoir commencer nos débats aujourd'hui. Donc ce sont 2 journées qui sont autogérées, vu qu'on est autogestionnaire. Donc déjà, se mettre d'accord sur un peu la façon dont se déroulera la journée, l'idée étant qu'on puisse débattre à la fois du fond et du fonctionnement de ce projet de nouvelle confédération de l'écologie sociale et populaire. Je m'appelle Marjorie Keters et je représente l'antenne locale de PEPS Pantin au sein du PEPS Île-de-France. Donc je suis un des membres fondateurs de PEPS, qui est un mouvement d'écologie populaire et sociale qui a été créé dans la foulée des Gilets jaunes en 2019. Comment est-ce qu'on arrive à lier la théorie, la pratique, le concret et l'abstrait? À mon avis, il n'y a pas de dichotomie à faire précisément entre la théorie, la pratique, le concret et l'abstrait. Depuis samedi et jusque mercredi soir se déroulent les 3e rencontres d'été de l'écologie populaire et sociale. Donc en fait, ce sont des rencontres annuelles qui ont pour objectif de promouvoir notre projet politique de l'écologie populaire et sociale. On est notamment dans une période politique qui se caractérise par une remontée gigantesque de la puissance réactionnaire et des idées de l'extrême droite. Et pourquoi ça a lieu maintenant? Parce qu'en fait, ça fait 40 ans qu'ils se battent pour construire une culture de l'extrême droite extrêmement structurée, extrêmement diverse, qui a une façon de parler très riche, très bien construite en réalité. Sachant qu'en plus ils ont le budget pour se payer des médias, etc. Enfin, je veux dire, le moment Zemmour, même s'il a fait 6% à la fin, c'est l'illustration de ça. C'est une culture politique qui s'est mise en marche. Ils ont un fond culturel énorme qui parle beaucoup à l'imaginaire commun et qui fait qu'ils sont capables de toucher très largement à la population. Il n'y a rien de moins abstrait que l'imaginaire. Tout le monde est gouverné par l'imaginaire. Même nous, tous qui nous rassemblons ici, on a un imaginaire en commun, on a un espace en commun, comme vous l'avez dit, les camarades. Peut-être que le désengagement des jeunesses, je ne vais pas dire la jeunesse, ça ne veut rien dire, des jeunesses, elle vient tout simplement, c'est une conséquence d'un système qui détruit le sens de toute chose. Moi je viens du milieu du hip-hop, du rap. Le rap au départ c'est pas capitaliste. Là le rap actuellement il est ni politique, ni social, ni anticapitaliste, alors que ça vient de mouvements communalistes des États-Unis après l'histoire qu'on connaît. C'est pas anodin que l'industrie de la musique récupère le rap, qui est un outil super fort, qui est super puissant, que ce soit pour dire de la merde, que ce soit pour dire des trucs sensés. On est dans des contextes archi anxiogènes, angoissants, on parle de éco-anxiété, etc. Mais comme le disait la camarade Boulan, je crois, c'est un moment en même temps déprimant. Je ne sais pas si déprimant c'est le mot, mais en tout cas angoissant, mais en même temps très excitant. Préciser historiquement la vision du mouvement des femmes kurdes sur l'histoire de l'humanité. Elles vont placer très clairement l'apparition du patriarcat avant l'apparition du capitalisme. Il y a une lutte de libération nationale au Kurdistan qui existe en fait depuis le début des efforts de colonisation du Kurdistan par différents empires, États-nations, etc. Mais qui se caractérise, surtout on peut l'observer par exemple au XXe siècle par différentes luttes, rébellions, etc.
dans laquelle les femmes ne vont pas être organisées, mais vont avoir des rôles ponctuels, notamment des rôles de leadership même des forces armées. Dans l'idée de la société matriarcale, en fait, il y a l'idée de la place de la figure de la mère, plus que de la figure de la femme. Il y a un peu, j'ai vu un article sur la SSA. L'histoire de l'écologie politique est celle de la différenciation entre une écologie de l'abondance et une écologie de la survie, une écologie des riches et une écologie des pauvres, une écologie d'en haut et une écologie d'en bas. Cette écologie populaire naît d'une convergence entre l'économie écologique, qui étudie les tensions entre le développement et l'environnement, et l'écologie politique, qui étudie les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles comme un problème de distribution des ressources. Il est la révolution. Donc, Bernard Friot est socio-économiste et tu as théorisé, conceptualisé, je dirais, le salaire à vie à partir de l'histoire de la sécurité sociale et en particulier du régime général et le financement de ce régime général par la cotisation sociale. Alors donc moi je suis sur Montpellier, et enfin plus exactement sur l'arrière-pays de Montpellier. J'ai rejoint PEPS il y a maintenant une petite année, à la suite d'ailleurs d'une intervention que je faisais sur la sécurité sociale de l'alimentation, dernière rencontre d'été de PEPS. Et finalement je suis restée et je me suis rendu compte que c'était un mouvement politique qui posait les questions d'écologie sociale et populaire de façon intéressante, en particulier sur cette façon de rentrer par les expérimentations et de voir aussi comment ça pouvait faire politique. Mais je voudrais d'abord, je fais l'allusion déjà là, dire que c'est possible. Nous ne sommes pas là dans une démarche utopique, mais nous sommes dans une démarche d'actualisation de conquis sociaux. Donc je travaille sur les enjeux d'accès à l'alimentation durable et de voir comment ça transforme les systèmes alimentaires. D'où d'ailleurs mon investissement et mon implication dans la question de ce projet sécurité sociale de l'alimentation. La sécurité sociale de l'alimentation reprend la dynamique des années 60 lorsque la hausse des salaires s'est faite sous forme de ce qu'on appelle une monnaie marquée, une cotisation qui allait non pas au compte postal des intéressés, mais à la caisse d'assurance maladie, à la carte vitale, c'est de la monnaie, avec ça on paye les services de soins. Sauf que cette monnaie est une monnaie marquée, comme on dit, qu'elle n'est utilisable que auprès de professionnels conventionnés. C'est comme cela qu'on a pu façonner un outil de production de 10% du PIB qui, tant qu'il est resté communiste, a été classé providemment pendant quelques décennies. Les questions autour de l'accès à l'alimentation, moi je le fais par le biais, alors pas simplement moi, hein, y compris les camarades qui partagent cette vision politique, on le fait par ce qu'on appelle la démocratie sociale, à savoir comment on attrape la question qui est nichée dans notre vie ordinaire et comment on va y répondre ensemble. Nous ne pourrons pas engager collectivement de rupture écologique tant que nous n'aurons finalement aucune connaissance, voire aucun intérêt sur la façon dont sont produits les biens et services que nous consommons.
Vous allez là-bas? Comment de fromage? Personne n'est parfait. J'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes en forme pour cette plénière de 2 heures qui s'intitule « Les quartiers populaires s'auto-organisent et passent des alliances ». Donc, je me représente, je suis Anna Guéporterie, aussi militante des quartiers populaires sur Aubervilliers. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui avec ce très beau panel presque exclusivement féminin d'ailleurs. Je suis organisatrice de communauté ou organisatrice syndicale ou professionnelle de la mobilisation. Enfin, je dis ça parce que c'est un truc. Attends. Non, c'est très bien, t'inquiète. Mais c'est parce que c'est pas du tout connu comme métier, disons. Ouais. Mais voilà, je suis venue aux universités d'été de PEPS parce que j'animais 2 ateliers, enfin une conférence sur les quartiers populaires qui s'organisent et qui passent des alliances, et un atelier sur la lutte contre l'islamophobie, et notamment avec le cas de Grenoble et de la lutte pour l'accès aux piscines des femmes musulmanes. Quels sont les enjeux qu'il y a à s'auto-organiser dans les quartiers? La première réponse à cette question, c'est d'essayer de mettre un petit coup de cutter au problème de représentativité qu'il y a dans notre pays. Donc les quartiers populaires s'organisent et passent des alliances. Donc l'idée, c'était de donner la parole à plusieurs militantes et militants de quartiers populaires qui ont des expériences plutôt politiques, associatives, réquisition de lieux. Parce que la plupart des textes qui nous régissent sont des textes qui sont décidés ou co-décidés dans des espaces qui ne nous ressemblent pas. Et du coup, forcément, si quand on parle de transport public, les textes sont écrits par des personnes qui ne prennent pas les transports publics, ça a des conséquences. Si quand on parle de logement, les textes sont écrits par des personnes qui ne sont pas concernées par les problèmes de logement digne, ça a des conséquences. Et puis évidemment, ça soulève toujours des questions un peu houleuses de rapports de domination qu'on essaie de combattre et que malheureusement, on reproduit parfois sans forcément s'en rendre compte. Certains de la gauche ont mis 1 ou 2 personnes qui sont la caution finalement. Vous voyez, nous on est gentils, on est des gens de gauche. Nous on est gentils, on a mis des arabes et des noirs. Et de quoi on parle? De quoi on parle en fait? Et d'abord, c'est la moindre des choses, 1 ou 2 personnes. Nous, ce que nous demandons, c'est comme les femmes l'ont demandé, la proportionnalité. Nous, ce que nous demandons, c'est comme les femmes l'ont demandé, que nous portions nos propres problèmes, que nous donnions nos propres solutions. Peut-être à cela de près, et vous me l'accordez parce que je travaille sur les discriminations depuis longtemps, c'est que les femmes, à l'époque, quand elles se sont organisées, quelques-unes avaient la chance d'être des bourgeoises. Et ça joue la classe quand on lutte. Ça joue même énormément d'avoir de l'argent quand on lutte. Sauf que la catégorie immigrée ou supposée immigrée, la plupart du temps, elle n'en a pas les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, et qu'on est face à des institutions racistes quelquefois, ou même des grosses orgas politiques, totalement antidémocratiques, totalement dans l'entre-soi, totalement blanches, c'est sûr que c'est très compliqué de trouver sa place à l'intérieur. Alors l'enjeu, c'est d'une part, pas de s'auto-organiser, mais que toutes ces petites micro-auto-organisations, et moi c'est ce que j'appelle de mes voeux, puissent se collectiviser, mais d'abord les principaux concernés, pour exercer leur rapport de force. C'est fondamental, sinon nous n'y arriverons pas. Ça a été dit, mais je vais quand même le redire, ça fait longtemps que les quartiers populaires, en tout cas qui s'inscrivent dans cet héritage des immigrations et des quartiers populaires, s'organisent et passent des alliances. Il n'y a pas mieux que celui qui ressent la douleur pour mieux l'exprimer. Et on voudrait faire avec les quartiers, pas pour les quartiers. Parce que souvent on vient et on se dit on va faire pour les quartiers, mais nous ne sommes pas des colons. Et comment on peut réfléchir avec notre jeunesse, parce que c'est notre future richesse. Et cette future richesse, on voudrait qu'elle s'interroge sur sa vie, sur sa reprise de confiance en soi. Qu'est-ce que c'est le village d'initiative d'entraide? Le but de pouvoir combattre les voies holocauste que les systèmes ont réussi à mettre en place, parce que ces voies holocauste ne sont pas dévolues par vocation. Quand ils ouvrent leur frigo il est vide. Quand ils regardent leurs parents, ils sont en détresse sociale. Ils n'ont pas le choix que de devenir des voies holocauste parce qu'ils préfèrent vivre 1 an, 2 ans ou 3 ans comme des lions
au lieu de 70 ans comme on dit. Donc dans ce village d'entraide, il y aura toujours la distribution, parce que les excédents, ils iront toujours pour les plus souffrants, pour les colis alimentaires. On a mis en place l'Uber solidaire, qui veut dire une union de bienveillance pour les repas. Mais on se dit, merde, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on parle d'écologie dans les quartiers. On met en place une conserverie, parce qu'on reçoit pas mal de produits, des fruits et légumes par nos maraîchers. On se dit, tout se transforme et rien ne se jette. Avec la conserverie, on pourra sortir des fruits, des soupes, des compotes, des jus. Et on se dit, merde, le reste, qu'est-ce qu'on va en faire? On a réfléchi et on est en train de travailler sur un méthaniseur domestique. Donc de pouvoir tous les déchets alimentaires, d'essayer de les retransformer en biogaz et avec un électrogène pour retransformer le gaz en électricité et alimenter notre village d'initiative d'entraide. Et on se dit, et à la fin, il restera le reste du reste, c'est de l'engrais très fertilisant qu'on pourra essayer de remercier avec tous les producteurs qui nous aident. Qu'est-ce que ça veut dire un réseau politique aujourd'hui sur une thématique comme celle-là? Je pense que derrière, c'est vraiment de croiser ces deux enjeux fondamentaux qui sont pouvoir expérimenter la reprise en main des systèmes alimentaires qui nous sont nécessaires, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, d'être en capacité de faire ces propositions-là à des échelles collectives importantes pour créer du rapport de force, tout simplement. La question de l'alliance, de l'isolement, la question des tensions, elle a été en permanence posée. Donc demain, si on veut vraiment créer un rapport de force qui génère du progrès social et politique, il faut vraiment repenser ces questions des espaces et comment on organise dans les territoires des espaces où les différents mouvements qui sont ici, peu ou pas représentés, puissent se rencontrer et si PEPS peut être le porteur de ce genre de démarche, je pense que ça serait très salutaire.